Bienvenue dans En Essonne Réussir, le podcast. Qui se cache derrière les réussites d'entreprise ? Des femmes et des hommes comme vous, dirigeants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, portés par leur vision, leur audace. Dans ce podcast, ils se livrent à cœur ouvert sur leur parcours, les rencontres décisives et les choix qui ont compté. Ce podcast est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en écho au magazine En Essonne Réussir, pour donner la parole aux acteurs de l'économie locale. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Adrien Jaminet, un entrepreneur qui a redonné vie à un savoir-faire oublié, les cuivres à la française. À 35 ans, il dirige 2 ateliers avec 10 salariés, fabrique des trompettes taillées pour les plus grands, d'Ibrahim Malouf à Radio France, et son savoir-faire s'exporte maintenant jusqu'au Japon. Comment impose-t-on sa signature dans un marché aussi élitiste ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Adrien, bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour. Votre histoire entrepreneuriale commence tôt, très tôt même, puisqu'à 15 ans, vous retapiez déjà des instruments trouvés en brocante. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour la trompette et pour les cuivres ? Expliquez-nous. En fait, ce qui m'a donné envie, de découvrir ce métier, c'est que, comme tout le monde, j'ai fait un stage de 3e, le fameux stage de 3e qu'on reçoit dans toutes les entreprises. C'est d'ailleurs la période, j'en ai en ce moment dans mon atelier, et j'aime accueillir des jeunes. Je souhaitais à l'époque devenir musicien professionnel et le métier qui s'apparaît le plus proche de ça, c'était un atelier de réparation. Donc je suis allé dans un atelier de réparation à Paris et j'ai eu le coup de cœur pour cette activité qui d'abord était un hobby. J'ai commencé par réparer mes trompettes, puis celle des copains, du copain, jusqu'à ce que ce soit rapidement un métier. Voilà un peu comment j'ai découvert cela. Et vous étiez vous-même joueur de trompette ? Moi, j'avais l'ambition de devenir musicien professionnel. J'étais au conservatoire, là on est à Évry, j'étais au conservatoire un petit peu d'Évry. Alors, surtout l'école de musique de Brétigny-sur-Orge où j'ai commencé, où je suis très attaché. Mais pour le solfège et l'orchestre, j'étais à Évry. Et ensuite, je suis allé au conservatoire de Boulogne-Billancourt où j'ai eu mon prix de conservatoire. Et parallèlement à ça, voilà, j'ai appris à réparer et sans trop savoir où ça allait me mener, sans trop savoir ce que l'entrepreneuriat signifiait, etc. Ça s'est développé par la suite. Alors justement, en 2010, vous créez l'Atelier des Cuivres, votre entreprise. Vous devenez à 19 ans le seul luthier français spécialisé dans les cuivres. Comment passe-t-on d'une passion, vous l'avez dit, à un métier et même à une entreprise ? C'était un peu naturellement et sans du tout se poser de questions. Enfin, j'avais 19 ans, c'est incroyable. Donc en fait, j'ai post-rationalisé plein de choses que j'ai fait très jeune. En fait, tout simplement, je réparais les trompettes de mes copains dans le sous-sol de chez mes parents. Je viens d'un milieu familial de musiciens. Déjà, mon papa était musicien et artisan, et donc du coup, c'était assez naturel de faire tout ça. Ils m'ont aménagé une partie du sous-sol et j'ai commencé, donc, comme je vous disais, à réparer les trompettes des copains. Et en fait, à l'âge de 19 ans, j'avais pas presque 20 ans. Au moment où je suis passé en tant qu'auto-entrepreneur, c'est qu'il fallait que je mette une espèce de statut de cette activité parallèle que j'avais. Et donc, du coup, au début, c'était très pas à temps complet, mais en fait, ça a pris de plus en plus de place pour devenir un vrai métier. Et petit à petit, une entreprise, et c'est un peu plus tard que c'est devenu une entreprise, en 2013, où je suis devenu en EURL pour les... Voilà. Donc au début, une entreprise de réparation de trompettes. Au départ, que réparation, et dès que je suis passé en auto-entrepreneur, ça a été donc un peu fou, parce que des gens... Donc je vis encore chez mes parents, et les gens que j'avais en poster dans ma chambre venaient dans le sous-sol, donc c'était un peu... Vous contactez directement, vous vous êtes fait un nom dans le milieu ? Complètement fou. Alors il y a eu plein de conjonctures qu'on menait à ça. J'ai eu la chance que mes copains de conservatoire, on était dans une génération assez prolifique de notre professeur qui s'appelait Frédéric Prel au conservatoire de Boulogne-Billancourt, et mes copains de conservatoire de l'époque. Aujourd'hui, il y a un des solistes de l'Opéra de Paris, un qui est soliste à Bordeaux, l'autre qui est soliste à Toulouse. Et voilà, j'ai toujours grandi, on a grandi ensemble, et ça a été mes premiers ambassadeurs, et on a toujours
eu cette relation et c'est eux qui m'ont un peu porté au départ sans trop savoir où moi-même ça allait me mener. Vous étiez dans un terreau, on va dire, propice avec votre famille et puis vous aviez un réseau important. Ce qui marque justement dans votre parcours, vous venez d'en parler, c'est la proximité que vous entretenez justement avec les musiciens. En quoi cette relation a-t-elle façonné votre métier? Moi, je considère toujours que mes clients, c'est mes amis. Enfin, les premiers clients, c'était mes copains. Donc j'ai développé ça et même ceux qui n'étaient pas mes copains, quand ils venaient dans l'atelier au départ, même des grands solistes, en fait mon objectif avant que ce soit des clients c'était d'en faire des amis et donc ça s'est développé comme ça. Par la suite j'ai eu la chance de rencontrer quelques musiciens ou un peu mentors, j'ai envie de dire. Je pense à quand j'ai monté mon atelier au début, j'ai eu un musicien justement qui est sonien aussi, qui s'appelle Marc Guejon, qui est super soliste à l'Opéra de Paris. Et là, j'ai touché vraiment une exigence très forte dans les instruments qui venaient réparer. J'avais l'impression que j'étais si je prends une métaphore, un peu comme un garagiste, mais que là, en fait, je devais régler des Formule 1 et que c'était un pilote de Formule 1. Et donc, du coup, en fait, tous ces musiciens-là, j'ai senti beaucoup de tendresse envers ma jeunesse, mon extrême jeunesse, et donc du coup ils m'ont accompagné en fait dans ça. Et il y a quelques personnalités comme celle de Clément Saunier aussi, soliste à l'intercontemporain, qui ont toujours eu une espèce de rôle de client, mentor, grand frère qui m'ont beaucoup aidé justement. Et puis vous êtes passé de la réparation à la fabrication des trompettes, hein. C'était pendant le confinement, alors que tout s'est arrêté, vous avez eu un déclic. Redonner vie à un instrument disparu, la trompette à la française. D'où vous est venue cette idée folle de recréer une trompette des années 50 quand même? Expliquez-nous. En fait, c'est une rencontre. Enfin, c'est des rencontres, mais une rencontre qui a fait germer le plus ça, j'aime à dire, j'ai rencontré un jeune homme de 92 ans à l'époque, Roger Delmotte, ancien soliste de l'Opéra de Paris et qui est une légende de l'instrument. Et ce monsieur-là, alors il a 100 ans, il est encore là aujourd'hui, c'est un monsieur qui vient de fêter ses 100 ans en septembre, voilà. En fait, je me suis rendu compte à quel point la France était le pays de la trompette. Toutes les trompettes que je réparais étaient essentiellement américaines, et je me suis rendu compte qu'en échangeant avec ce monsieur-là, que les racines de cette trompette américaine, que je pensais globale, on avait dans ma tête, la trompette c'était beaucoup américain, en fait, elle puisait ses racines en France, et voilà, j'ai creusé ça pour recréer une trompette des années 50, la trompette que lui jouait quand il était jeune. Et voilà, ça a démarré comme ça, ensuite ça a déroulé. Pareil, une conversation avec Marc Guejon, fameuse personne qui m'a toujours beaucoup influencé, quand j'ai commencé à fabriquer des trompettes, de dire qu'est-ce que je vais écrire sur mes instruments. Et là, deux choses sont apparues, ils m'ont dit fais le tour de ton atelier, tu verras, il y a toujours le nom de la marque, c'est toujours le nom du créateur. Donc du coup, je peux aller chercher bien moi, mon nom, Adrien Jaminet, A.Jaminet. Et il dit, tu verras, il y a toujours le nom de la ville qui est gravé sur les instruments. Et donc c'est vrai qu'il y avait des marques américaines où vous voyez écrit Elkhart dans l'Indiana, Chicago, enfin ce genre de choses. Et donc du coup, je me suis mis à écrire Bretigny-sur-Orge. On va reparler de cet ancrage, mais avant, j'ai vu que vous êtes inspiré aussi du fondateur du slick français. Ça n'a rien à voir avec votre activité, mais vous aviez vu son parcours, ça vous a inspiré. En fait, comme je le disais, moi j'ai créé mon entreprise, j'étais très jeune et j'avais très peu d'ambition au départ. Franchement, au départ, j'étais flatté que les gens viennent. Par la suite, c'était de me faire un petit salaire et puis de vivre de ça, j'étais content. Par la suite, je me suis rendu compte, j'ai commencé à avoir des employés, des choses, et du coup, je me suis parfait dans l'entrepreneuriat, et je me suis pris un peu d'affection pour ce personnage qui est Guillaume Gibault, qui est devenu un ami aujourd'hui, en des contenus qu'il faisait sur Internet, sur YouTube et des podcasts, mais il a fait des vidéos, on pourra en reparler tout à l'heure, des vidéos qui s'appellent J'y vais mais j'ai peur, et il expliquait comment créer du Made in France, comment se poser tout un tas de questions. Moi qui venais de rencontrer Roger Delmotte sur ces trompettes-là, et donc du coup ça a fait germer tout un tas d'idées, et c'est vrai que je suis souvent en contact avec lui, et ce qui est assez rigolo, c'est que dans ces vidéos il y a notamment un contenu notamment sur la médiatisation, où il y a une espèce de ce qu'il appelle la méthode J'y vais mais j'ai peur. Et en fait, j'avais de manière stricte suivi son conseil, et il en était le premier surpris, parce qu'à un moment donné, j'ai eu une vague de médiatisation, et comme quoi la méthode marche. Vous êtes très attaché, donc vous l'avez dit, à votre ville, Bretigny-sur-Orge.
Vous avez à cœur, on le sent, de transmettre un héritage, une histoire. Vous avez même donné le prénom de personnalité de la ville à une trompette, une autre trompette, la trompette Lucien, je crois en mémoire à Lucien Clause et Lucien Bouget de la ville de Brétigny. On a l'impression que c'est quand même très à contre-courant de notre société individualiste, où pourtant vous êtes jeune, vous avez la trentaine. Pourquoi cet attachement? Aujourd'hui, une société mondialisée, individualiste, on s'intéresse à ailleurs et pas à notre ancrage local. Moi, j'ai toujours été passionné déjà d'histoire. L'histoire m'a toujours passionné. L'histoire avec un grand H et souvent l'histoire avec un petit H. La petite histoire, la petite anecdote qui façonne un territoire. Et pour parler de mon territoire, c'est celle que je connaissais le mieux. Moi, mes 4 grands-parents furent bretignolais, qui venaient d'univers un petit peu différents, mais du coup, j'ai toujours grandi dans des mythes familiaux bretignolais. Mes 2 parents sont encore bretignolais. Donc, j'ai toujours grandi là-dedans et j'ai pris à cœur. Et dans mon entourage aussi familial, j'avais un oncle qui dirigeait l'association historique qui, en repas de famille, racontait un peu voilà, des petites histoires bretignolaises. Et voilà, ça a toujours ancré en moi et j'ai fait tout jeune de la généalogie, ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai toujours été attaché aux histoires. Et finalement, même aujourd'hui, je fabrique des instruments. Mais souvent, je dis, je suis plus attaché à l'histoire que je vends avec l'instrument que je vends, plutôt que, évidemment, la trompette, c'est important, la technique, etc. Mais l'histoire que ça raconte, c'est vraiment très important pour moi. Le sens que ça. Ouais. Ouais. Quel rôle la CCI a joué dans la croissance et même au début de votre entreprise? Je crois que vous avez poussé les portes, vous étiez à peine alors déjà, la CCI, ça résonne chez moi. Comme je disais, j'ai été un petit peu quelques années au conservatoire d'Évry. Et je me souviens que le midi, dans des stages qu'on faisait en avril, on errait autour de la place de la CCI et je savais pas ce que c'était la CCI et je savais que c'était la CCI. Donc voilà. Et plus tard, quand je me suis monté en auto-entrepreneur, à l'époque, il fallait faire une journée de formation que j'avais fait à la CCI et par la suite, j'ai eu évidemment plein d'interactions avec tous les acteurs locaux et territoriaux que sont la CCI, la Chambre de commerce, la préfecture. Et notamment pour France 2030, vous êtes un lauréat France 2030 et vous avez exposé à la préfecture l'an dernier pour le fabriquer en Essonne. Ouais, complètement. On a eu la chance de remporter de nombreux prix entrepreneuriaux et de souvent représenter le territoire. Et alors en effet, sur France 2030, on a fait partie d'un accélérateur de BPI France qui s'appelle Savoir-faire d'exception, où j'ai rencontré tout un tas d'entrepreneurs dans le domaine des métiers d'art, des gens avec souvent des EPV, entreprises du patrimoine vivant, donc ça a été très riche les échanges. Et du coup, voilà, la préfecture, on a eu ces petits salons et on a même représenté en amont de ça, il y a pile point d'un an, on était à l'Élysée où on a présenté notre trompette dans le cadre de la grande exposition du fabriqué en France. Alors, on ne peut pas parler de vos créations sans évoquer une collaboration emblématique, celle avec Ibrahim Malouf. Comment s'est passée cette rencontre et comment naît une trompette aussi atypique que la Thomas, il faut bien se mettre en tête, c'est une trompette à quart de ton avec un 4e piston. Ouais, bien sûr. Déjà, Ibrahim, c'est quelqu'un, on parlait du commencement, il fait partie des gens que j'avais en poster dans ma chambre. Il symbolisait évidemment, en plus, moi j'ai vu la transition dans sa carrière parce que quand j'étais étudiant, il était encore trompettiste classique, il gagnait des grands concours internationaux, donc je le suivais. Et en plus de ça, il y avait cet ancrage territorial essonnien. Je savais qu'il était d'Essonne et donc du coup, pour moi, ça me parlait. Ensuite, il a eu la carrière qu'on connaît. J'étais dans le public, dans son premier Bercy, etc., en rêvant peut-être un jour de collaborer avec lui. Et ce qui a été rigolo, c'est que dans le monde de la trompette, c'est un petit monde. Lors du départ en fait de son professeur, j'étais amené à le rencontrer. En discutant, évidemment, on a parlé d'Essonne très rapidement. Il avait l'ancrage qu'on lui connaît à Étampes, mais aussi à Brétigny-sur-Orge. Sa grand-mère a vécu à Brétigny-sur-Orge. Et donc, du coup, il est très vite venu à mon atelier. Et d'abord, une collaboration autour d'une embouchure. Et quand ma première trompette française est née, je lui ai proposé de faire ce projet, de recréer une trompette quart de ton comme il le souhaitait, comme il le rêvait. Et voilà, on a mis quelques mois, années de développement pour que
le deuxième Bercy qu'il faisait, il joue la trompette sur scène. J'étais dans la salle juste après, peut-être un an après le confinement, et je me souviens c'est une scène qu'on retrouve sur YouTube actuellement quand on tape Bercy, Ibrahim Malouf, l'album Sens. Il y avait un rideau rouge où en fait il arrivait seul avec la trompette et une guitare. Et après le rideau s'est ouvert avec la Garde Weekend, tout un tas de musiciens, mais c'est un ancrage très fort que j'ai dans ma mémoire à titre émotionnel. C'était assez émouvant. Donc c'est une trompette que vous avez réalisée sur mesure et qui lui permet de jouer justement au-delà du classique, quoi. Complètement. Le quart de ton, c'est un système qui a été inventé par son papa, Nassim Malouf, qui était professeur à Étampes, qui voulait jouer des quarts de ton, c'est-à-dire donc il y a des demi-tons dans la musique, et donc du coup c'est les notes entre les notes qui dans la musique orientale, arabe, on peut jouer des notes en plus, et voilà, ça a été tout ce développement-là. Alors aujourd'hui, vos instruments séduisent les plus grands orchestres, vous exportez jusqu'au Japon grâce à un partenariat avec l'un des leaders de la fabrication d'instruments spécialisés dans les vents. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir des musiciens jouer à Tokyo, des trompettes fabriquées à Brétigny-sur-Orge? Ouais, c'est un peu fou. C'était très drôle en fait l'an passé. J'y suis allé. Alors là c'est la troisième. Là j'en reviens il y a 3 jours. L'an passé je suis allé avec Ibrahim Malouf. C'était très drôle d'aller avec lui dans ce pays où il est pas aussi connu qu'ici. Et là-bas, j'ai eu une grosse conférence où j'avais plein de gens, et Ibrahim était dans le public et est venu écouter ma conférence. C'était un peu, les jeux étaient un peu inversés, c'était assez rigolo. Et oui, c'est très émouvant en fait d'avoir, de savoir son savoir-faire reconnu dans un pays. C'est très valorisant et ça donne beaucoup de confiance. Beaucoup d'exigences au Japon, ça permet de remettre les niveaux à chaque fois qu'on y va. On prend un jet d'exigences et c'est super inspirant, et toujours d'échanger, de rencontrer de nouvelles cultures, c'est intéressant, surtout la culture japonaise qui a qui voue un culte au savoir-faire, et comme nous notre raison d'être, on l'a pas dit, c'est redonner un souffle au cuivre à la française. Toutes les notions patrimoniales que l'on porte résonnent beaucoup chez eux, et donc du coup c'est très sympa d'échanger avec eux. Vous dites souvent que l'entrepreneuriat, ce sont les montagnes russes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire le plus haut de la montagne et le plus bas dans tout votre parcours? Oui, bien sûr, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est des hauts, des bas, c'est ce qui est. Mais déjà je pense qu'il faut être optimiste, c'est quelque chose qui est important quand on est entrepreneur. Et les montagnes russes, en fait, on a des mini montagnes russes. Chaque journée, c'est des montagnes russes en réalité. En fait, le métier d'entrepreneur, c'est gérer presque plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, et s'exalter des bonnes tout en traitant les mauvaises. Et en fait, il faut faire un peu en faire quelque chose de ludique, c'est-à-dire que chaque problème une solution, et les prendre un par un, et s'amuser d'une manière ludique. Moi c'est comme ça que j'essaye d'affronter les choses, mais voilà, de manière, et souvent dans la sémantique des entrepreneurs, j'ai remarqué ça quand j'ai écouté plein de podcasts, que souvent ils parlent pas de problème, on dit il y a un sujet, enfin, il y a tout un tas de petites choses comme ça, de petits tips qui font en fait penser différemment, et qui aident à accompagner. Et donc les plus grands moments, les plus hauts, je sais pas, peut-être les quelques prix entrepreneuriaux que j'ai reçus, souvent c'était assez émouvant parce que c'est la reconnaissance de son travail. Donc c'est vrai que d'avoir reçu un prix à l'Élysée ou par la ministre de la Culture à l'époque, ça avait été un moment fort. Et les moments les plus durs, c'est dur, faut réfléchir, souvent on les oublie. Mais c'est vrai que je saurais pas redire un moment, mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, c'est toujours dur de gérer toutes maintes et maintes choses, et voilà, d'être très sollicité. Vous êtes un bel exemple de réussite puisque vous avez 2 ateliers aujourd'hui, 10 salariés quand même. Quel conseil peut-être vous aimeriez donner? Vous nous en aurez parlé de la méthode du fondateur du slip français. Vous pourriez nous donner la méthode Gilbert. Déjà, la première chose, c'est j'aurais 3 conseils.
d'écouter énormément de contenu. Là, on est sur un podcast. Moi, je me suis nourri énormément avec de longs podcasts qui m'a même donné moi-même envie de faire un podcast sur d'autres thématiques, sur des domaines. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi thématiques un peu plus artistiques où les gens racontent leur parcours. Mais quand les gens, il y a plein de podcasts qu'on peut trouver où les gens racontent leur parcours entrepreneurial et il peut être intéressant. La deuxième chose, c'est de rencontrer des gens. Ne serait-ce que par exemple, on écoute un podcast de quelqu'un qu'on trouve intéressant, ça coûte rien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, de contacter. Les gens sont souvent super accueillants et souvent c'est comment très très vertueux, je trouve. Et puis tout simplement, c'est de prendre des risques, d'y aller et vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme dirait certains amis, Hervé qui se reconnaîtra. Voilà. Alors justement, pour vous suivre, ceux qui vont écouter ce podcast, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre? Sur le site internet? Sur notre site internet, on est très sur les réseaux sociaux, donc évidemment, si c'est plus entrepreneurial, LinkedIn, Instagram, à Jaminet, notre marque de trompette, et puis notre podcast s'appelle Cuivre à la française, où voilà, toutes les 2 semaines, on reçoit un invité divers et variés dans l'univers des cuivres. À écouter sans modération. À écouter sans modération, exactement. Adrien Jaminet, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. À très vite.